Une raffinerie de Téhéran a brûlé après une vaste frappe aérienne menée par les États-Unis et Israël contre des dépôts énergétiques stratégiques. Le pétrole déversé s'est répandu sur l'autoroute, a pénétré dans les canalisations d'évacuation, puis a déclenché de véritables murs de flammes en plein cœur de la ville. Au même moment, de nouvelles images montrent des missiles iraniens filés vers Tel Aviv dans le cadre de l'opération de représailles True Promise 4. Et l'ironie, c'est que cette attaque contre les infrastructures énergétiques semble justement montrer que le plan initial des États-Unis et d'Israël ne s'est pas déroulé comme prévu. Alors, qu'est-ce qui a réellement échoué ? Et pourquoi la riposte iranienne paraît-elle bien plus massive qu'annoncée? Voici le 4e épisode de l'affrontement entre Israël, les États-Unis et l'Iran. La première vague d'attaques américaines et israéliennes a commencé dans le cadre d'une opération baptisée Epic Fury. Dès la première semaine, selon les rapports militaires, plus de 3000 cibles ont été frappées dans différentes régions d'Iran, avec des objectifs très variés. L'un des moments les plus spectaculaires s'est produit en mer. Le porte-drone iranien Iris Shahid Bagheri aurait été visé par une frappe aérienne américaine. Les images qui circulent montrent le navire lourdement endommagé, avec une épaisse fumée noire s'élevant depuis le pont. Cette utilisation massive de drones n'est pas arrivée par hasard. Beaucoup d'analystes estiment que les tactiques aujourd'hui utilisées au Moyen-Orient s'inspirent directement des enseignements tirés de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Dans ce conflit, des drones peu coûteux mais redoutablement efficaces ont été utilisés contre des véhicules militaires, des dépôts logistiques et même des navires de guerre. L'Iran semble avoir repris cette logique. De leur côté, les États-Unis utilisent eux aussi de petits drones pour frapper des cibles de grande valeur à moindre coût. Mais au-delà des frappes aériennes, les États-Unis ont également mobilisé des systèmes d'artillerie à longue portée. Une vidéo diffusée sur des médias pro-iraniens montre un lance-roquettes américain M142 HIMARS tirant en direction du territoire iranien depuis une base située à Bahreïn. Ce système est connu pour sa précision et sa capacité à atteindre des cibles à plusieurs centaines de kilomètres. Mais l'escalade la plus importante a surtout commencé quand la coalition américano-israélienne s'est mise à viser les infrastructures énergétiques et hydrauliques iraniennes. En une seule journée, environ 30 grandes installations de stockage pétrolier auraient été visées. Il s'agirait de la plus grande attaque contre les infrastructures énergétiques depuis le début du conflit. Et il n'y a pas eu que le pétrole. Des installations liées à l'eau potable ont aussi été touchées. L'Iran accuse les États-Unis d'avoir frappé une usine de dessalement sur l'île de Keshm. Cette installation est cruciale, puisqu'elle fournit de l'eau potable à 30 villages de la zone. Après l'attaque, l'approvisionnement en eau propre pour environ 30 villages aurait été perturbé. De grandes frappes ont également visé les environs de l'aéroport international de Mehrabad. Les images satellites et les vidéos diffusées montrent des dizaines d'avions endommagés ou détruits dans l'enceinte de l'aéroport après les frappes de nuit. Et ce qui rend la situation encore plus controversée, c'est que plusieurs bâtiments civils situés à proximité des cibles auraient eux aussi été touchés. Des analyses médico-légales menées à partir des vidéos et des images satellites évoquent des dégâts sur des infrastructures publiques comme des hôpitaux, des écoles ou encore des installations sportives proches des zones frappées. Ces attaques contre les infrastructures énergétiques et hydrauliques sont considérées comme un changement stratégique majeur. Mais l'Iran n'a évidemment pas laissé passer cette offensive sans répondre. Téhéran a lancé une opération de représailles bien plus large, sous le nom de True Promise 4. Et à ce stade, l'armée iranienne a mis en avant l'une des armes les plus puissantes de son arsenal, le missile balistique Khorramshahr 4. Dans des images diffusées par les gardiens de la Révolution, on voit plusieurs missiles géants s'élever dans le ciel nocturne, laissant derrière eux de longues traînées de feu avant de foncer vers des cibles en Israël et vers des bases militaires américaines dans la région du Golfe. Le Khorramshahr 4 n'est pas un missile ordinaire. Sa portée atteint environ 2000 km et il peut emporter une charge militaire de plus d'1 tonne. Quelques heures après ces tirs, les sirènes d'alerte ont de nouveau retenti à Tel Aviv. Les habitants ont couru vers les abris, pendant que la défense aérienne israélienne était activée à pleine capacité. Dans le ciel, des éclats lumineux étaient visibles au moment où les missiles intercepteurs tentaient d'arrêter les projectiles entrants. Ce qui est particulièrement frappant, c'est que cette riposte iranienne montre qu'une grande partie du réseau de bases de missiles du pays est restée active, même après les frappes américaines et israéliennes. L'exemple le plus cité est celui du complexe de missiles situé dans la région d'Ispahan. Même si l'entrée du site a été touchée par une frappe aérienne, les opérations de lancement ont malgré tout pu continuer. Au même moment,
L'Iran affirme aussi avoir abattu des dizaines de drones de reconnaissance longue portée appartenant aux États-Unis et à Israël. Des appareils comme le MQ-9 Reaper et d'autres drones aériens étaient jusque-là utilisés pour surveiller les mouvements militaires iraniens et guider les frappes de précision. Perdre ce type de plateforme représente évidemment un coup dur pour les opérations adverses. Sur le terrain diplomatique aussi, la tension est montée d'un cran. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a réagi publiquement aux menaces américaines. Lorsqu'on lui a demandé si l'Iran craignait une éventuelle invasion des États-Unis, sa réponse a été ouvertement provocatrice. L'Iran n'a pas peur et attend même que cette attaque se produise si Washington ose vraiment passer à l'acte. En dehors de l'Iran, le réseau d'alliés régionaux souvent présenté comme l'axe de la résistance commence lui aussi à s'activer. Au Liban, le Hezbollah aurait mené plusieurs opérations militaires en un temps très court. Le groupe affirme avoir abattu un hélicoptère Apache, frappé des chars Merkava israéliens avec des missiles anti-chars et lancé des roquettes vers une zone de l'industrie aérospatiale israélienne à Tel Aviv. Et les frappes ne visent plus seulement des cibles militaires. L'Iran a aussi commencé à viser des infrastructures énergétiques en réponse à l'attaque contre les dépôts pétroliers de Téhéran. L'une des cibles les plus importantes est la raffinerie de la ville portuaire de Haïfa. Dans le même temps, le conflit commence aussi à toucher les pays du Golfe. Bahreïn a annoncé qu'une installation de dessalement avait été endommagée à la suite d'une frappe iranienne. Et dans cette région, ce genre d'installation est vital, puisque l'essentiel de l'eau potable dépend justement de la désalinisation de l'eau de mer. Le fait que des infrastructures liées à l'eau soient désormais frappées marque une nouvelle phase du conflit. Jusqu'ici, les cibles principales étaient surtout militaires ou énergétiques. Désormais, des installations hydrauliques, qui touchent directement à la vie quotidienne des populations, sont elles aussi aspirées dans la spirale de la guerre. Et les conséquences deviennent de plus en plus visibles à travers les vidéos amateurs et les images satellites qui circulent. Les images satellites montrent au moins 17 avions détruits à l'aéroport international de Mehrabad après les frappes américaines et israéliennes. Pendant ce temps, le nombre de victimes continue d'augmenter chaque jour. Jusqu'à présent, l'Iran parle d'environ 1230 morts, dont 168 écolières tuées lors d'une attaque contre une école à Minab. En Israël et dans plusieurs autres zones du Moyen-Orient, des blessés et des dégâts sur des infrastructures ont également été signalés. De son côté, l'armée américaine a publié un bilan officiel faisant état de 7 morts dans ses rangs. L'escalade se voit aussi dans les mouvements militaires américains dans la région. Washington aurait envoyé un 3e porte-avions au Moyen-Orient, l'USS George H.W. Bush. Il doit rejoindre 2 autres porte-avions déjà déployés sur place, l'USS Abraham Lincoln et l'USS Gerald R. Ford. La présence simultanée de 3 porte-avions nucléaires est un signal très fort. Cela montre clairement que les États-Unis se préparent à l'éventualité d'un conflit bien plus large. Dans le même temps, Washington a aussi approuvé une vente d'armes d'urgence à Israël, notamment environ 12 000 bombes polyvalentes de 450 kg. Tout cela suggère que le conflit pourrait durer bien plus longtemps que prévu. Les soutiens occidentaux commencent eux aussi à se montrer. Le gouvernement britannique a autorisé l'utilisation de ses bases aériennes pour les bombardiers américains. Et plusieurs B-1 auraient déjà atterri à RAF Fairford pour soutenir les opérations de longue portée. Mais la guerre moderne, ce n'est pas seulement une question de puissance militaire, c'est aussi une question de coût économique. À ce stade, plusieurs estimations indiquent déjà que le conflit a coûté près de 2 milliards de dollars aux États-Unis. Et les effets commencent à se faire sentir directement dans la vie quotidienne. Le prix de l'essence aux États-Unis serait monté autour de 3,25 $ par gallon. En parallèle, les prix mondiaux du pétrole ont eux aussi commencé à grimper. Si cette guerre continue, la pression économique ne se limitera pas aux États-Unis. Elle pourrait se propager à l'ensemble du marché mondial de l'énergie. Au final, l'avenir de ce conflit reste extrêmement incertain. Israël laisse entendre que de nouvelles frappes vont suivre, avec de nouvelles cibles. L'Iran, de son côté, prévient qu'une guerre prolongée pourrait perturber la production et la distribution de pétrole dans toute la région. Et si les attaques contre les infrastructures énergétiques et hydrauliques se poursuivent, ce conflit pourrait dépasser le cadre d'une guerre entre 2 pays pour devenir une véritable crise régionale impliquant une multitude d'acteurs au Moyen-Orient.